Des humains ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Bienvenue dans Héros minuscules. Je suis Jonathan Bellegroux. Je suis Camille Cerne. Depuis des années, j'accompagne des gens vers leurs rêves, qu'ils soient athlètes ou non, et j'entends les histoires de personnes incroyables, même lorsqu'elles sont anonymes. Et je suis toujours ému par les gens qui avancent dans la vie, malgré les hauts et les bas. Athlète de haut niveau en squash, ancien numéro 2 mondial et diplômé en journalisme, j'ai toujours été sensible à ce que nos rêves et nos convictions peuvent nous amener à réaliser qui que nous soyons. Ensemble, nous avions envie de mettre en lumière les héros du quotidien. Les humains qui transforment leur parcours de vie difficile en force et qui, armés de convictions solides, construites par leur parcours, en font de vraies réalisations pour eux et pour les autres. Pour nous, les histoires peuvent changer des vies et les modèles que l'on a peuvent élargir nos pensées. Alors quoi de mieux que de rencontrer de nombreux héros du quotidien et d'entendre leur histoire pour vous les partager. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'humanité, de jolies histoires et d'inspiration. Ensemble, allons à la rencontre d'humains étonnants pour entendre, partager et s'inspirer d'un bout de leur vie. Dans ce podcast, il s'agit d'humains pour ce qu'ils sont à travers ce qu'ils font. Selon les sujets, ils seront nos hôtes à l'un ou à l'autre, et parfois ensemble. Dans des échanges décomplexés, sans filtre, simples. Embarquez avec nous dans l'aventure Héros minuscules dont vous faites déjà partie. Cette semaine, Jonathan vous présente Alexia. Sur le papier, elle est une jeune femme trentenaire, maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, qui s'investit dans l'associatif. Ça aurait pu s'arrêter là, comme pour beaucoup d'autres, peut-être même parmi vous, chers auditeurs. Pourtant, vous le verrez, ses actions et ses convictions tirent leur source ailleurs. Et si leur échange parle de maternité, de naissance et de difficultés, ils parlent surtout d'amour, d'enfants, d'histoires de vie qui touchent 54 000 personnes par an et qui façonnent un certain type de héros minuscules. Alexia est mon amie depuis plus de 30 ans, d'où le fait que je me suis mise à la même place que vous pour profiter de ce moment. Et maintenant, c'est à votre tour. Salut Alexia. Salut. Bienvenue sur le podcast Héros minuscules. Merci. Nous, alors souvent en fait, tu vois, sur le podcast, on nous a demandé pourquoi vous ne l'animez pas ensemble avec Camille et tout. Nous, on se connaît par Camille, justement. Et un des choix d'avoir, moi, le plaisir de passer ce moment avec toi, c'est aussi de découvrir ton histoire et puis de mettre un peu de distance aussi entre Camille et toi, parce que votre amitié dure depuis pas mal de... Depuis combien de temps d'ailleurs ? 30 ans ? Ça fait 30 ans. Ça ne rajeunit pas. Hein. Non, c'est juste que vous êtes jeune depuis longtemps. C'est ça. Avant de commencer, pour faire une petite intro comme ça, Camille m'a raconté ton parcours récent à travers la grossesse, la maternité et ce que tu as connu après l'accouchement. Donc c'est une histoire, j'imagine, sur laquelle on va revenir. Et ensuite, tes engagements post les événements que vous avez traversés. Et là, on a fait, ok, tilt, il faut que tu passes au micro. Donc voilà un peu la trame, si tu veux bien. Tu vas bien ? Je vais très bien. Super. Et nous, on a tendance à commencer par une musique qui représenterait un peu l'ambiance du jour. Toi, t'as une chanson, Alors là, je viens de passer 5 semaines avec mon fils, donc là, ce qui me vient en premier, c'est les crocodiles, malheureusement. Et je viens de le laisser ce matin, il retourne chez la nounou, donc je suis soulagée. Du coup, tu vas pouvoir passer à autre chose que les crococro, les crococro. Exactement, on va repartir sur des trucs un peu plus sympas. Bon. Ton fils, on peut dire son prénom ? Bien sûr, il s'appelle Simon. Il s'appelle Simon. Ouais. Ok. Et il a quel âge ? Il a 2 ans et demi tout pile. Ok, donc ça y est, ça marche bien, ça gambade. Ça marche bien, ça parle bien, ça gambade, ça fait des blagues. C'est un âge dur mais sympa. Ouais. Et donc justement, en parlant de Simon, en revenant sur... Est-ce que tu veux qu'on commence par pendant la grossesse ou l'après ? On peut commencer même avant la grossesse parce que pour moi c'est vraiment une globalité. Déjà avant c'est une grossesse qui a mis un peu de temps à arriver, qui a commencé par une fausse couche. Je suis tombée enceinte assez rapidement, j'ai fait une première fausse couche
J'en parle parce qu'on en parle de plus en plus, mais pour moi pas encore assez. Et c'est des moments dans lesquels on se sent assez seul. Et puis l'après, fausse couche est un peu difficile aussi. Donc moi j'ai mis un peu de temps à retomber enceinte derrière. On a dû passer par un parcours PMA. On a eu la chance que ça arrive assez vite avec la PMA. Et ensuite, en effet, je suis tombée enceinte de Simon en juin 2021. Comment pour revenir sur cette période-là, effectivement, tu dis on n'en parle pas assez, tu vois, des fausses couches et notamment de l'après. Moi, pour être intervenu en maternité, à la maternité des Lilas, c'est vrai que je fais ce constat-là aussi. Souvent, en fait, bon, la fausse couche, notamment quand elle arrive assez jeune, c'est un peu la tape sur l'épaule et puis, bon, il y aura d'autres occasions. Je sais pas, toi, tu l'as vécu comment? Je l'ai très mal vécu. Ça a été très difficile parce que, un peu comme chaque personne à qui ça arrive, on va pour faire une écho et puis on nous dit que finalement il n'y a pas de grossesse. En effet, c'était très tôt aussi, à quelques semaines. Mais c'est quand même quelques semaines pendant lesquelles on se projette à 2, à 3. Et puis les projets s'installent, les projections s'installent vite. Donc c'est vrai que quand on arrive, c'est quand même un choc. Et pour avoir travaillé, on va y revenir, mais longtemps, depuis longtemps sur tous les petits traumas, c'est vrai que je trouve que la fausse couche, c'est un événement soudain qui nous montre que, en fait, il peut y avoir un problème à n'importe quel moment. Donc ouais, pour moi, ça a été assez difficile derrière de me dire que ça pouvait rouler, quoi. Est-ce que toi, tu voulais être maman, le projet de maternité, d'être maman, de devenir maman, c'est quelque chose qui est arrivé quand dans ta vie? Je dirais que c'est arrivé au bout de... Là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Thibaut. Et c'est arrivé au bout de quelques années quand même. C'était pas du tout un projet que j'ai eu à 20 ans. C'est arrivé dans la construction de mon couple. Et puis au début, comme beaucoup, c'est moi qui ai lancé le sujet. Et ça a mis un peu de temps à émerger chez Thibaut. Et puis on a fini par lancer les essais en 2019, il me semble. Ok. Et donc, il y a cette fausse couche. Comment du coup, si tu te sens pas forcément accompagné ou aidé, ou comment tu te relèves de ça? Alors, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup maîtriser tout ce que je fais. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours tout bien cadré à la force de mon travail, on va dire. Je suis quelqu'un qui lâche pas facilement, donc je travaille beaucoup pour avoir ce que je veux. Et j'avais l'impression que toute ma vie ça allait fonctionner comme ça. Et puis je pense que la fausse couche, c'est un peu ce qui est venu me dire: ah non, ma cocotte, en fait il y a des trucs que tu peux pas maîtriser. Et il va falloir apprendre à lâcher un petit peu. Et ça, c'est ce qui a été vraiment super, super difficile. Et en fait, je crois que j'ai pas vraiment réussi à le faire après la fausse couche. Mais ce qui m'a aidée à me relever, c'est justement les essais derrière la PMA, d'être accompagnée par une équipe qui nous a accompagnés dans notre projet bébé. Et en fait, du coup, j'avais la sensation de maîtriser le fait de tomber enceinte. Et aujourd'hui, j'ai des copines pour qui qui sont en PMA et pour qui c'est compliqué de se piquer tous les soirs, d'aller faire des échographies tous les 2-3 jours. Chez moi, c'est vraiment ce qui m'aidait à tenir. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, justement, les différents paramètres ou l'organisation du PMA, si tu pouvais nous en parler un peu. Donc, il y a les piqûres. Oui, d'abord, il y a des tests qui sont effectués chez la femme et chez l'homme, mais quand même beaucoup plus chez la femme. Et ensuite, on a des injections qui permettent de stimuler les ovocytes, de les faire grossir. Et une fois on est monitoré tous les X jours, en général c'est 2 fois par semaine, le gynécologue fait une échographie pour regarder comment grandissent les ovocytes. Et quand les ovocytes sont matures,
on fait du coup ce qu'on appelle une ponction, donc c'est soit sous anesthésie locale ou anesthésie générale. Et il prélève des ovocytes. Et puis de son côté, le mec fait une récolte de sperme. Et ensuite, les biologistes mettent tout ensemble et puis ça forme des petits embryons. Ok. Ouais, c'est un vrai parcours. Ouais. C'est un vrai parcours. Bah, c'est très médicalisé. Ouais, donc après, ça va dépendre des caractères, des tempéraments, de l'approche qu'on a à la médecine. Et puis, il y a quelque chose d'un peu spirituel aussi là-dedans et éthique. Est-ce qu'on a envie d'accompagner le projet grossesse comme ça ou est-ce qu'on a plus envie de faire la nature? Dans des tempéraments comme le mien qui aime bien tout maîtriser, moi, ça n'a pas été si difficile. Mmh. Tu veux dire que pour certains, effectivement, l'aspect médical enlèverait quoi? Enlèverait l'amour qui est déjà là et qui veut se concrétiser à travers un enfant ou... Peut-être, ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout, enfin, ni Thibaut ni moi, on a eu cette démarche-là, mais je pense qu'il y en a qui préfèrent laisser faire les choses parce que les choses doivent arriver naturellement. Mmh. Et Thibaut, qu'on salue, s'il écoute ce podcast. J'espère qu'il l'écoutera. Comment il a vécu ça? Alors, sans parler à sa place, mais toi, de ton regard de compagne et puis de future maman, comment ton mec a accompagné cette PMA? De manière assez reculée, enfin assez détachée. Pour lui, dans tous les cas, on aurait un bébé, il était beaucoup moins pressé que moi. C'est quelqu'un de très cartésien, donc lui, il faisait parler les stats. Je me souviens de moments où je lui disais non mais t'es sûr qu'on va y arriver, qu'on va avoir un bébé et puis lui, il prenait ses petits calculs, il me disait on a tant de probabilités, oui on aura un bébé et je pense que voilà, il est beaucoup plus cartésien, donc oui forcément on aurait un bébé. Et après, je précise quand même que chez nous, le parcours n'a pas duré très longtemps. Ouais, c'est moi qui ai fait aussi accélérer les choses parce que j'ai ce caractère-là. Mais voilà, par rapport à d'autres, on est vraiment aussi chanceux que ça ait marché du premier coup. Et alors après, ça marche? Et la grossesse, comment elle se passe? Difficilement. Chez moi, en tout cas, ça a été compliqué. Dès les premiers... du coup, après, je ne sais pas comment s'appelle cette étape de la PMA, mais le fait d'avoir des embryons, derrière, il y a un transfert. Les embryons enfin, chez moi, en tout cas, ils ont été congelés et j'ai été transférée 1 mois plus tard. Et donc, à partir de là, on est enceinte. Enfin, non, on nous insère l'embryon, on transfère l'embryon. Et quelques semaines plus tard, donc moi j'ai été très rapide, mais on fait un test de grossesse pour voir si l'embryon a bien pris. Donc en l'occurrence chez moi ça a marché tout de suite. Les premières semaines ont été très compliquées parce que je perdais beaucoup de sang. Et du coup j'avais toujours l'impression que j'allais refaire une fausse couche. Donc c'était très compliqué, je passais beaucoup de temps aux urgences. Et du coup, en fait, on s'est aperçu que j'avais un décollement du placenta, il me semble. Ça s'appelait comme ça. Il y a des choses qu'on oublie. Et en fait, on m'a tout de suite dit que ça allait se résorber assez rapidement, que la grossesse évoluait bien. Mais jusqu'à l'écho du premier trimestre, ça a été assez compliqué parce que beaucoup d'allers-retours aux urgences et beaucoup de frayeurs quand même. Est-ce que, enfin tu l'évoques un peu, mais est-ce que ces frayeurs-là étaient nourries par la fausse couche initialement? Bien sûr. Alors déjà nourries par un terrain quand même un peu angoissé. Avant tout, je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à prendre beaucoup plus de recul ou qui se renseignent moins. Moi, je suis quelqu'un qui me renseigne beaucoup, donc j'ai tendance à paranoïer aussi très facilement. Et sur un terrain angoissé, forcément, on va beaucoup aux urgences. Ok. Donc tu es allée beaucoup aux urgences. Donc j'ai été beaucoup aux urgences. Ok. Et là, avec le recul, qu'est-ce que tu te dirais ou qu'est-ce que sur Alexia qui est en train dans le premier trimestre? Je pense que je revivrais les choses de la même manière parce que
c'est très compliqué. C'est très compliqué de se raisonner dans ces moments-là. C'est quelque chose qui nous anime. Enfin, on est enceinte, on a envie que cette grossesse, elle fonctionne. Il y a derrière quand même quelques années de galère. Donc, je pense que j'arriverai pas à me raisonner même 3 ans plus tard. De toute façon, c'est normal. Enfin, ça semble logique. C'est un climat émotionnel. Souvent, on pense à l'accouchement comme climat émotionnel, mais en fait, le projet de naissance, puis la grossesse, c'est rempli d'émotions. Exactement. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de Thibaut très cartésien. Et l'émotion, des fois, ça nous donne des réactions peu cartésiennes. Oui, tout à fait. Et après ce premier trimestre, comment ça s'est passé? Alors, il y a eu un petit moment d'accalmie entre l'écho du premier trimestre et l'écho du deuxième trimestre où tout se passait bien. T'as eu le truc, le deuxième trimestre un peu up, plus sympa. Ouais, c'était plus sympa. Les beaux cheveux, les beaux ongles. De douleur, mais je me disais. Ah ouais, quand même. Je me disais, c'est déjà j'avais un travail qui faisait que j'étais tout le temps debout. J'avais beaucoup de voitures, donc je me disais, j'ai des douleurs, mais c'est classique, c'est normal. J'avais un ventre qui poussait très rapidement. Je suis un tout petit gabarit, donc c'est vrai que c'était assez impressionnant. Mais ça se passait plutôt bien. J'étais suivie tous les mois, les échographies se passaient bien. Et c'était le bon moment de la grossesse. Ok. Et après? Ouais. Après, il y a eu l'écho du deuxième trimestre, qu'on appelle l'écho morphologique. Faut savoir que sur un terrain angoissé, les échos, c'est pas... Moi, j'ai toujours envié mes copines qui me disaient « mais trop bien, je vais voir mon bébé ». Non, moi, ça n'a jamais existé. Moi, j'allais à une écho pour qu'on me dise que tout va bien, mais du coup, j'avais toujours un peu peur avant. Et ça, je pense que c'était aussi un peu des restes de la fausse couche et du choc d'une annonce que finalement ça va pas trop, quoi. Donc l'écho du deuxième trimestre, on savait que c'était une écho assez importante, mais jusque-là tout allait bien, donc j'ai essayé de me rassurer comme ça, Thibaut me rassurait comme ça, et en fait le gynécologue qui était un homme qui tournait beaucoup les choses à l'humour, qui faisait beaucoup d'humour, qui parlait tout le temps, qui nous décrivait vraiment tout ce qu'il voyait. À un moment, au bout de 10-15 minutes d'écho, il arrête de parler et il arrête longtemps de parler. Enfin, c'est quelques secondes, mais... ça te semble interminable. Interminable. On se regarde une première fois avec Thibaut et moi, je dis « tout va bien ». Et il me répond « laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît ». Et donc là, on se regarde avec Thibaut en comprenant qu'il y a un problème. Et en fait, à ce moment-là, il me dit « je suis désolée, mais je ne vois pas le deuxième rein de votre bébé ». Et là, en fait, moi, je m'évanouis, je perds connaissance. Je pense que c'était le stress... Enfin, c'était la première fois de ma vie que je perdais connaissance, la seule fois d'ailleurs. J'ai vomi, enfin, c'était vraiment la catastrophe. Et très vite, il me dit « mais madame, votre fils, il va vivre, vous inquiétez pas, ça va aller, je vais tout vous expliquer, reprenez... » Donc bon, je reprends un peu... possession de mon corps et on m'explique. Non mais c'était vraiment la scène. Je suis désolée, en fait je souris parce que mais t'as raison, je souris pas de la scène, mais je souris enfin un peu le reprenez-vous madame, tu vois, et je me dis mais mais il était super. Franchement, il a vraiment, il était bien. C'était le même en plus qui m'avait annoncé la fausse couche, donc je pense qu'il s'est dit, la pauvre, elle enchaîne un peu. Mais il était bien. Mais c'était un moment un peu compliqué, ouais. Un peu compliqué. Et donc après, il m'a expliqué qu'il fallait passer par un processus anténatal. Donc il fallait que j'aille faire revérifier par un autre gynécologue, parce que quand il y a une malformation, il faut toujours qu'elle soit confirmée par une autre paire d'yeux. Et donc c'est ce que j'ai fait. On a été faire confirmer, et en effet, on n'a jamais trouvé le deuxième rein de Simon. Et là, ça a commencé à être très, très compliqué dans ma tête.
Et la grossesse a pris un peu un autre tournant, un tournant un peu angoissant. Parce que moi, je me rends, comme d'hab, Google, meilleur ami, je passais des heures sur Google à taper malformation rénale, etc. Et les mots-clés avec conséquences derrière aussi. Ouais, enfin très vite j'ai compris que c'était pas grave d'avoir qu'un seul rein, Ouais. qu'on vivait très bien avec. Voilà, tout le monde connaît quelqu'un autour de soi qui a qu'un seul rein, qui s'en est aperçu à 50 ans, ça j'y avais le droit à chaque fois. Donc c'était pas ça, c'était plus j'avais peur qu'il y ait autre chose. Autre chose comme Bah, en un fait, truc en particulier je que... lisais beaucoup qu'une malformation pouvait entraîner d'autres malformations. Il y a eu une écho aussi, l'écho où on a été vérifié qu'il n'y avait qu'un seul rein, où le gynéco n'a pas vu l'estomac de Simon se remplir pendant l'écho. Et il m'a dit non, mais c'est pas grave parce qu'il s'est rempli la dernière fois, mais il faudra quand même faire vérifier la fois d'après. Sauf que du coup, j'ajoutais des mots-clés à mes recherches Google et que je tapais un seul rein, estomac qui se remplit pas, et puis là, je trouvais des choses qu'on n'a pas envie de trouver quand on est enceinte de 6 mois. Et là, moi, dans ces cas-là, je perds complètement pied et j'ai beaucoup de mal à me raisonner. Donc, Thibaut était là pour ça. Il me disait, mais arrête avec tes recherches, laisse faire les médecins. Pour l'instant, tout va bien. Et ensuite, j'étais enceinte de 7 mois. C'était un mois et demi après cet écho. Je sentais très peu Simon dans mon ventre, donc j'ai été aux urgences parce qu'il y a une nuit où j'arrivais plus à le faire bouger, à le sentir en tout cas. Et en fait, en arrivant aux urgences, la sage-femme m'a expliqué que j'avais un excès de liquide amniotique, d'où le très très gros ventre, et que c'était sûrement pour ça que je sentais peu Simon bouger, parce que en gros, il flottait un peu dans beaucoup d'eau et du coup, je sentais pas ses coups. Donc, deuxième... Ça te rassure ou ça te... Non, pas du tout. Non, Okay. pas du tout, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'explication. Donc, ils disent un excès de liquide amniotique, ça peut être dû à un diabète gestationnel, ça peut être rien. Et après, ça peut être des choses... mais voilà, ça sert à rien qu'on en parle de toute façon. Et là, Google. Et là, Google, mon meilleur ami, répond à mes questions. Non, et là, du coup, j'ai quand même essayé un peu de me raisonner en faisant confiance à mon gynéco. Et donc, lui, il m'a quand même expliqué. Il m'a dit, voilà, ça peut être, dans de rares cas, ce qu'on appelle une atrésie de l'œsophage. Donc, ça veut dire que le bébé l'œsophage n'est pas relié à la trachée. Et du coup, le bébé n'arrive pas à s'alimenter correctement dans le ventre, donc ça crée en fait un excès de liquide amniotique. Mais même, en fait, même à ce moment-là, il me disait, mais ça s'opère très bien, c'est juste... et puis de toute façon, on n'est pas du tout sûr que ce soit ça. Vous allez retourner en anténatale, on va revérifier que tout aille bien, et puis voilà, vous allez finir votre grossesse et accoucher avec moi dans la clinique dans laquelle j'avais décidé d'accoucher. Donc à ce moment-là, je retourne encore en anténatale. À chaque fois, j'ai vraiment été super bien accompagnée. Et donc là, échographie vraiment très très poussée du bébé. Elle voit rien du tout à l'écho, elle trouve que voilà, tout est normal, que le bébé se développe bien, qu'il a une très bonne croissance. Et par contre, elle nous propose quand même une amniosynthèse, comme il commence à y avoir un peu, pas mal de sujets autour de la grossesse. Et on accepte tout de suite l'amniosynthèse, donc elle nous le propose, on va réfléchir, on part faire un tour 10 minutes avec Thibaut, et on revient et on fait l'amniosynthèse. J'ai eu les résultats 3 semaines après. J'ai passé mon amniosynthèse le 24 décembre. Donc on a passé un Noël très sympathique. Et l'amniosynthèse est revenue normale. Ok. Voilà. Et là, j'étais enceinte de 8 mois. Ok. Et pendant ces 3 semaines, tu les as vécues comment ? C'était très dur. Je pleurais beaucoup, j'étais très angoissée, je lisais beaucoup de choses.
J'échangeais beaucoup avec des mamans un peu dans les mêmes situations. Je me renseignais déjà un peu sur l'atrésie de l'œsophage. En fait, il faut savoir que l'atrésie de l'œsophage, déjà, il y a plusieurs types. Et en faisant une amyosynthèse, on pouvait découvrir l'atrésie parce qu'il pouvait y avoir des enzymes de bébé dans le liquide amniotique. C'est-à-dire que le bébé, en gros, vomit dans le ventre. Et si tu trouves des traces de ça... Si tu trouves des traces, ça veut dire que potentiellement, il y a une atrésie. Nous, on n'a rien trouvé. Donc ça a dû soulager. En fait, pendant ces 3 semaines, ok, comme tu viens de le dire, tu vois, tu étais bien occupé, mais tu te rappelles ce qui te soulageait ou ce que t'entendais qui te faisait du bien? Thibaut. Parce que le pauvre, je me repose toujours sur lui, mais parce que je fais confiance à son esprit cartésien qui n'est pas du tout le mien. Et on arrive à se compléter un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que s'il me dit que ça va aller, ça va aller. Et quand même un peu mon gynéco que j'adorais et qui me rassurait, qui me disait non, on n'a rien trouvé dans la myosynthèse, on vit très bien avec un seul rein. À ce moment-là, se posait quand même la question de l'accouchement. Moi, j'ai beaucoup demandé à mon gynéco, est-ce que je peux accoucher avec vous dans cette clinique de niveau 2 ? Il me disait, mais oui, il n'y a aucun souci. Et puis, en fait, je me disais, un médecin, de toute façon, il prendrait 0 risque. Donc, si j'accouche avec lui dans une maternité de niveau 2, c'est que tout va bien se passer. Et puis, je mettais beaucoup de choses sur mes angoisses aussi, mon terrain anxieux. Je me disais, non, c'est moi qui exagère, ça va aller. Et après ces 8 mois? Après ces 8 mois, donc il s'est avéré qu'on a découvert que j'avais un diabète gestationnel. Donc on a mis l'excès de liquide amniotique sur le diabète gestationnel. Donc j'ai été un peu suivie en fin de grossesse pour voir si le diabète se stabilisait, était stable. Parce qu'en fin de grossesse, ça peut être un petit peu dangereux pour le bébé. Donc là, j'ai commencé à être suivie de manière assez rapprochée. Et 2 jours avant le terme, mon diabète était un peu instable. Donc mon gynéco a décidé de me déclencher. Mon terme, c'était le 4 mars et il m'a donné rendez-vous le 3 mars pour un déclenchement. Donc, je suis arrivée dans cette fameuse maternité de niveau 2. On a été accueillis par une... Là, à ce moment-là, je ne pensais plus du tout à tout ce qui s'était passé. J'étais concentrée sur l'accouchement. On va rencontrer notre bébé. Enfin, là, on était vraiment dans l'excitation et plus du tout dans l'angoisse. On est arrivé, j'ai été déclenchée à 10h du matin. Tout s'est déroulé, le démarrage plutôt facilement. Il y avait une super sage-femme qui était hyper dynamique, trop mignonne. Vraiment, le démarrage était top. Les contractions se sont déclenchées assez rapidement. Et vers 19h, j'ai commencé à avoir des vraies contractions de travail. Et il y a aussi eu un changement de sage-femme. Donc la sage-femme qui a pris le relais, c'est une sage-femme que j'avais déjà vue aux urgences et avec qui ça s'était pas très bien passé. J'avais pas eu un très bon contact. Et du coup, je me dis, c'est pas vrai, c'est elle qui va m'accoucher. Bon, j'ai pas de chance, mais en fait, c'est comme ça. Et donc, très rapidement, ça a pris un peu... un autre tournant, c'est-à-dire que c'était une personne très froide, très directive, qui m'a tout de suite installée en salle d'accouchement et qui a laissé Thibaut dans la salle de pré-travail. Et là, donc moi, j'ai été vraiment en grosse souffrance. J'avais toujours pas la péridurale. Et en fait, elle m'a mis sous, je ne sais plus quoi, un truc qui est censé nous calmer. Donc j'ai été un peu shootée, j'ai dormi longtemps et Thibaut était toujours pas là, il était 23h. Il est dans notre pièce à côté, ouais. Ok. Et donc à un moment, je lui dis, est-ce que j'avais même pas mon portable, je me réveille un peu, je lui dis, je sens pas trop le bébé, est-ce que Thibaut peut venir? Non, là, il faut que vous vous reposiez. Donc ça a duré vraiment assez longtemps. On a fini par me poser la péridurale et là, Thibaut a pu me rejoindre. Ok. T'avais fait un projet de naissance, j'imagine? Pas tellement. Ok. Non, pas tellement.
j'étais un peu team, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc en fait, on fait confiance au médecin et on verra. Je savais que je voulais la Ce qui est fou parce que ça ne va pas avec péridurale. le côté contrôle. Hein, Ouais, c'est vrai. c'est- Mais là-dessus, j'étais assez résignée. c'est plutôt rentrer dans la team ouais, lâcher prise. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là-dessus, ouais, je savais que même si je prévoyais des choses, ça allait pas se passer comme prévu, quoi. La péri, t'as fait du bien? Alors, la péri m'a fait beaucoup de bien pendant 1 à 2 heures. Mhm. Et ensuite, j'ai commencé à ressentir les contractions arriver. Donc, la sage-femme me disait que c'était parce que je les supportais mal, que voilà, il fallait que je me détende, etc. Et moi, je lui ai dit, je vous en supplie, vérifiez, il y a un problème, les contractions, je pense que les contractions reviennent. Et en fait, les contractions revenaient vraiment parce que le cathéter avait sauté, sauf que j'étais dilatée à 8 et que j'avais plus de péri. Donc là, c'était un peu douloureux. Donc l'anesthésiste est revenu, il m'a posé, il a un peu hésité, mais il a fini par me poser une rachie. Donc c'est comme une péridurale, mais en gros qui va plus vite. Et donc là, j'ai été enfin apaisée et le moment de la délivrance s'est très bien passé. C'était un super moment. Mais l'accouchement en lui-même a été quand même très compliqué parce que la sage-femme était vraiment odieuse. Odieuse. Moi, j'étais très stressée, c'est vrai. Et je pense elle préférait les tempéraments un peu forts en face et je répondais pas à ses critères d'accompagnement, a priori. Donc, ouais, ça n'a pas été top. Et là, Simon est né. Okay. Juste avant de continuer, les sages-femmes, c'est vrai que c'est particulier parce que c'est un métier, on leur demande d'être vachement efficaces, sans forcément nous connaître avant, sans forcément, en peu de temps, ils doivent correspondre aux besoins de la future maman et aussi du futur papa d'ailleurs. Et on a fait un super épisode avec Delphine Germain, là. Je crois que c'est l'épisode 5 ou 6, qui est sage-femme, et qui nous explique très bien l'envers du décor du métier de sage-femme, et aussi les raisons pour lesquelles elle l'a lâché pour passer à autre chose. Vachement bien, je ne sais pas si tu l'as écouté. Non, je ne l'ai pas écouté celui-là encore, mais je l'écouterai. Il est top. Et Simon naît. Ouais. Simon naît le 3 mars à 6h51. Moi, je fais une hémorragie de la délivrance. Donc, mon gynéco prenait la garde à 8h, donc c'est pas lui qui a pu m'accoucher. J'ai été accouchée par un autre gynéco. Sur le coup, ça s'est plutôt bien passé, RAS. Et Simon avait avalé un peu de liquide amniotique, liquide qui était a priori teinté. Donc on me dit, bon, il a pleuré tout de suite, mais on me dit, il est un peu gêné, on va l'aspirer un petit peu. Donc Thibaut part avec lui. Il revient, j'ai Simon dans les bras et en fait, a priori, j'ai commencé à convulser. Je crois que j'ai dit à Thibaut, je me sens pas très bien. Reprends Simon, et là j'ai commencé à convulser. Tu avais toujours un peu la péri qui était qui faisait effet. Ouais. Donc toi, tu te sentais pas convulsé? Non. Okay. En fait, là, c'est quand même très flou. Je me souviens juste que mon gynéco arrive à ce moment-là, que je le vois, et il dit, il demande à la sage-femme d'appuyer sur mon ventre, et il dit, putain, elle fait une hémorragie de la délivrance. Et il dit à Thibaut, est-ce que vous voulez rester? Parce que il paraît qu'il enfile des gants jusque-là, et Thibaut se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Thibaut décide de rester, et là, a priori, ça a vraiment duré quelques secondes. Ils m'ont mis un gaz quand même pour m'endormir, pour me réendormir du coup, et voilà. Et là, il a fait ce qu'on appelle une révision utérine, parce que du coup, il y avait un bout de placenta qui était resté et que c'est très dangereux, qu'il faut intervenir très vite. Sauf que moi, j'ai quand même perdu beaucoup de sang, parce que je suis descendue très bas en taux d'hémoglobine, donc j'ai dû être transfusée pour reprendre un petit peu des forces 48 heures plus tard. Voilà, ça c'est pour la partie accouchement. Déjà, ce qui est dingue, c'est une sacrée succession de... Là, t'en parles, je te regarde en parler comme ça. Moi, franchement, je fais le yo-yo émotionnel depuis tout à l'heure parce que ça me révoque des choses et parce que je trouve le parcours incroyable, c'est-à-dire la succession
d'annonces, de questionnements, de ok, bon ben on y va, ben, c'est pas grave, ok, ça avance, enfin. Euh, jusque-là, enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui te fait tenir, quoi? Bah, mon accouchement, en fait, j'y pensais pas du tout parce que j'étais complètement focus sur Simon. C'est une infirmière qui est venue me chercher au bout de 48 heures en me disant les résultats de votre prise de sang sont vraiment pas bons. Comment vous faites pour monter l'étage pour aller voir Simon? Parce que on va y revenir, mais Simon a été très vite en néonate. Comment vous faites? Parce que, mais moi j'y pensais pas du tout. Pour moi c'était normal, enfin j'y pensais pas en fait. J'ai mis du temps à revenir sur mon accouchement. Ok. Et donc Simon va en néonate, comme Donc tu le Simon disais, au ouais. début rentre en chambre avec nous. Je me souviens qu'on est revenu dans la chambre vers midi. J'ai accouché à 7h du mat. Et très vite, il y a une puéricultrice qui passe et qui essaye de me le mettre au sein. Je voulais pas du tout allaiter, c'était un cauchemar. Il t'était pas, moi ça allait pas. Enfin, Pourquoi t'as essayé? parce Si qu'elle de base tu insistait voulais vraiment pas? beaucoup. D'accord. Et bon, du coup, il y a eu un petit quart d'heure un peu gênant, mais pareil, je savais pas trop où j'habitais, donc Simon t'aide pas du tout. Et la puéricultrice me dit quand même, il est vraiment très très encombré. Je pense que ce serait pas mal qu'il aille quelques heures en néonate pour qu'on l'aspire régulièrement et qu'il soit scopé. Donc le scope, c'est ce qui permet d'avoir les constantes vitales du bébé. Donc je rappelle que là, à ce moment-là, je suis dans une clinique privée de niveau 2 qui a en effet un service de néonate. Donc Simon est monté en néonate. Il reste, on monte avec lui, on fait quand même du pot à pot très rapidement. On essaye de lui donner des biberons qu'il n'arrive pas à prendre. Attends 2 secondes, de pot à pot. T'as vécu ça comment? Alors, c'est Thibaut qui a commencé. Ouais. Alors, ça, c'est un long débat, le pot à pot. Mais c'est Thibaut qui a commencé. Pour Thibaut, ça a été magique. Magique. J'ai des très belles images de leur premier pot à pot. Il était très, très ému. Je pense que Thibaut... là, son côté cartésien a été un peu balayé. Je te vois ému à réévoquer, à repenser à ça, quoi. Ouais, parce que c'est des chouettes moments. Et puis c'est des moments qui ont été très importants par la suite. Et on sait aujourd'hui que le pot à pot, c'est quelque chose de très important pour le bébé, pour les parents et pour le lien qui suit. Donc ouais, c'est des chouettes moments et je suis contente d'avoir des images de ça parce qu'on les regarde souvent et puis qu'aujourd'hui je m'en sers un peu pour l'assaut et tout. Donc voilà. C'est bien, tu fais un super teasing pour après. C'est top. Donc là, non, quand même assez compliqué. Simon ne prend pas ses biberons. Les constantes ne sont pas très bonnes. La saturation n'est pas très bonne. Mais on nous dit qu'il doit avoir des très gros reflux et qu'on va plutôt le nourrir avec une sonde et que ça va passer. Et le premier soir, le pédiatre nous dit même reprenez-le en chambre, il a juste besoin de bisous et de câlins. Je me rappellerai toujours de cette phrase, je crois. Reprenez-le en chambre, il a juste besoin de bisous et de câlins, cet enfant, vous inquiétez pas. Et nous on dit non, vous savez, c'est notre premier, là le début a l'air assez compliqué, il va rester là ce soir, on va s'alterner pour le prendre et tout, mais on va pas le prendre en chambre. Et là, les jours qui suivent sont pas terribles, même le lait par la sonde ne passe pas très bien, les constantes sont pas très bonnes. Et à un moment, on essaye même de lui redonner un biberon, je crois, de 30 millilitres. Et là, en fait, il s'étouffe complètement. Il y a le pédiatre qui est obligé d'intervenir pour l'aspirer parce qu'il n'arrive plus à respirer et la saturation baisse beaucoup. Donc là, c'est des moments qui sont très anxiogènes parce qu'en plus, on est dans un open space. Enfin, il y a tous les bébés qui sont là.
qui sont des bébés qui vont plutôt bien, qui ont un peu besoin de soins, mais c'est vrai que voilà, je pense que tout le monde flippe un peu et le temps s'arrête. Et suite à cet épisode, c'est une infirmière puéricultrice qui me dit, qui s'occupait de Simon depuis le début et qui avait travaillé dans des hôpitaux de niveau 3 et qui me dit, qui s'appelle Annie, parce que je l'ai retrouvée il n'y a pas très longtemps sur les réseaux et c'est une personne qui est très importante pour nous. Parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui nous dit Simon, ça va pas. Je ne sais pas comment vous le dire, c'est quelque chose que je sens. Essayez vraiment de forcer le transfert en niveau 3. Sachant que moi, ça faisait plusieurs fois que je parlais du transfert au pédiatre et qui me disait mais non, ils feront rien de plus en niveau 3. Simon, là, c'est juste des reflux. On a fait des radios. Il n'y a pas d'atrésie de l'œsophage, on a vérifié. C'est des reflux. Ça va passer, il faut du temps. Et donc là, l'infirmière, elle me dit non, il y a des trucs qui vont pas. Le rythme cardiaque était bas pour un nouveau-né. Moi, je le mentionnais parce que ça sonnait quand même en rouge. Donc, je me disais, mais pourquoi le rythme cardiaque est bas? On nous disait que c'était parce qu'il avait déjà un cœur de sportif. Et en fait, cette infirmière, elle nous a vraiment alertés. Elle m'a vraiment fait peur, enfin, dans le bon sens du terme. Et là, on a vraiment commencé à faire un gros forcing. Et on a fini par nous dire, le pédiatre a fini par nous dire ok, j'ai trouvé une place à Montreuil, il sera transféré ce soir. Donc là, Simon avait 3 jours. Moi, j'étais encore quand même dans un état physique pas au top. Je venais d'être transfusée. Et là, il y a une... je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une ambulance, il y a un camion, ça s'appelle les oursons bleus de mémoire. La dame arrive et elle voit, enfin, ils font des transmissions. On explique le cas de Simon et c'est Thibaut qui monte dans le camion avec Simon pour être transféré, pour être amené à l'hôpital de Montreuil. Et moi, c'est une de mes meilleures potes qui vient me chercher. Et, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas trop le courage d'affronter ma famille. Et elle vient me chercher et elle m'emmène à l'hôpital de Montreuil. Et donc à l'hôpital de Montreuil, j'arrive un petit peu après Thibaut. Et Thibaut m'explique que, voilà, que ce que je vais voir dans la chambre, quoi, ça va être assez compliqué. Et que de toute façon, ils ont besoin de 3 heures pour faire ce qu'ils appellent des examens de débrouillage. Donc des examens rapides pour comprendre pourquoi les constantes vitales de Simon ne sont pas bonnes. Donc là, on erre dans les couloirs de l'hôpital pendant 3 heures. Mais t'es pas rentrée dans la... Si, je suis rentrée dans la chambre et en effet, ils étaient en train de lui faire un électroencéphalogramme. Donc il avait des électrodes, il était tout nu, il avait des électrodes partout sur la tête. Donc là, c'était un peu dur. Là, moi, c'est vraiment le top du niveau de trauma parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et que moi, j'ai un très mauvais pressentiment à ce moment-là et que j'ai essayé un peu de prévenir Thibaut que potentiellement, c'est pas terrible. Donc voilà, on erre dans les couloirs, on fume clope sur clope. J'avais arrêté de fumer depuis 2 ans. Et on revient et en fait c'était horrible parce que cet hôpital il est horrible, il est tout blanc, je voyais le regard des médecins, j'ai tendance aussi à un peu faire pas mal de paranoïa dans ces moments-là et je sais pas, je sentais beaucoup le regard très présent des médecins, il était minuit, c'était l'enfer. Et au bout de 3 heures, on finit par nous dire de venir dans la chambre. Et donc là, il y a un peu une armée de médecins avec, je me souviens, une femme qui nous parle. Et avant de rentrer dans la chambre, elle dit à son interne, ça c'est moi qui l'annonce aux parents. Et donc très vite, on nous dit que, en effet, les constantes vitales de Simon ne sont pas bonnes. Que... on ne sait pas ce qu'il a, qu'on a découvert plusieurs malformations, que déjà son rein unique fonctionne mal, que du coup pour l'instant il est en insuffisance rénale, qu'on
Il a plein de malformations vertébrales, donc une côte en moins d'un côté, une côte en plus de l'autre, qu'il a une scoliose avec une vertèbre surnuméraire, donc une vertèbre en plus qui est venue s'insérer dans la colonne vertébrale, et que son cœur bat trop lentement et sa saturation en oxygène n'est pas bonne. Donc il y a un ensemble de malformations et que pour l'instant ils ne savent pas nous dire ce qui va se passer. Et qu'eux, ils ne sont pas capables de gérer, donc on va être retransféré dans un autre hôpital pédiatrique, qui est l'hôpital Robert Debré, et qui sera transféré le lendemain matin à la première heure en camion de pompiers. Et que nous, on ne peut pas rester dormir, et qu'on doit rentrer à la maison. Donc là, on a dû laisser notre nouveau-né de 3 jours branché de partout à l'hôpital, et rentrer à la maison. Donc, c'était horrible. On s'est demandé un peu ce qu'on... Enfin, on n'arrivait pas à dormir, on appelait l'hôpital, moi j'appelais la réa toutes les 2 heures, la boule au ventre de savoir si tout allait bien, s'il était encore là. Et puis, en fait, dans ces cas-là, on se demande un peu si on est bien dans notre vie, enfin, si c'est vraiment réel et si on n'a pas fait un énorme cauchemar les dernières 48 heures et pourquoi ça nous arrive à nous, quoi. Donc, on tient, enfin, bien sûr, on dort pas très bien, hein. Et puis, le lendemain matin, on retourne très rapidement à l'hôpital. Et là, j'entends de loin la transmission entre les médecins et ceux qui vont prendre Simon en charge dans le camion de pompiers. Et j'entends qu'il y a une suspicion de syndrome polymalformatif. Et donc, je rentre dans la conversation des médecins et je leur dis, mais quel syndrome polymalformatif? Et en fait, ils veulent pas me répondre. Non, on n'a pas donné de nom, c'est juste que comme il y a plusieurs... Donc là, c'est très compliqué parce que, en fait, on est basculé entre... il y a tellement d'angoisse qui nous anime qu'on n'est même pas capable de se concentrer ni sur notre enfant, ni sur nous, ni sur rien du tout. Et donc là, on décide que c'est moi qui vais monter dans le camion de pompiers. Et là, c'est un autre délire, c'est-à-dire qu'il y a un médecin réanimateur dans le camion, un médecin, un interne, 2 infirmières, dont une réanimatrice, et là on comprend que le cas est quand même un peu compliqué. Donc heureusement, le trajet Montreuil-Debré en camion de pompiers dure pas très longtemps, je pense qu'on met un quart d'heure, mais c'est vraiment un quart d'heure très long parce que Simon bradycarde pendant le trajet, donc on est obligé de s'arrêter, le médecin réanimateur est obligé de passer derrière. Donc là, on comprend que c'est quand même un peu... franchement, on a vraiment l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, quoi. On arrive enfin à l'hôpital. Et là, je dirais que tout change un peu. Parce que... on arrive dans un cocon, je me souviendrai toujours de passer les portes... avec Simon dans l'incubateur. Et je me souviens de l'infirmière Thibaut, on avait décidé que Thibaut allait déclarer la naissance pendant que nous on arrivait à l'hôpital. Donc j'ai passé, on va dire, la première heure toute seule avec lui. Et en fait, tout de suite, on est accueillis par une infirmière, un médecin. On est dans un service, on a eu de la chance parce que le service de Debré de réa néonate avait été refait un petit peu avant, et ça, on a l'impression que c'est très superficiel, mais en fait ça compte beaucoup. Ça compte, hein, parce que Robert Debré, moi je connais bien, parce que pour une autre histoire, mais j'ai passé 8 mois, mais de l'extérieur c'est pas génial, mais par contre à l'intérieur, tu peux effectivement d'un seul coup te sentir bien, pris en charge. Et pour les patients c'est important, mais pour les parents, pour les accompagnants aussi en fait. Exactement. Et puis les soignants font tout pour qu'on se sente bien tout de suite. C'est un médecin qui m'a accueilli,
qui m'a expliqué que voilà, pour l'instant il y avait beaucoup de points d'interrogation, mais que nous, il allait falloir qu'on soit présent, qu'on accompagne Simon le plus possible, qu'on allait former une équipe, les médecins, les infirmières et Simon bien sûr et nous, et qu'il allait avoir beaucoup d'examens, que nous on allait être accompagnés aussi psychologiquement et que ça allait être un parcours avec des hauts et des bas, mais que ce qui comptait le plus c'est qu'on accompagne Simon, qu'on soit tous les trois vraiment là pour lui, quoi. Donc il nous a notamment beaucoup parlé du pot à pot à ce moment-là, et que c'était un soin qui était très important pour le développement du bébé, que scientifiquement, voilà, c'était prouvé que le pot à pot réduisait les hospitalisations, renforçait le lien d'attachement entre l'enfant et ses parents, que ça l'apaisait énormément pendant des soins qui allaient potentiellement être douloureux pour lui, que naître à l'hôpital, naître et passer ses premières semaines à l'hôpital avec des examens douloureux, c'était pas un début de vie classique, donc le pot à pot allait quand même être là pour l'apaiser un petit peu, et physiquement et psychologiquement. Ça fait un bon brief. C'est un bon brief. Comment toi tu l'accueilles, ce brief-là, et comment Thibaut l'accueille, lui? En fait, à ce moment-là, on a encore beaucoup de questions parce qu'on ne sait pas ce qu'il a. Et jusqu'à quelques jours plus tard, on ne sait pas ce qu'il a. Donc, c'est difficile de se concentrer. Enfin, moi, ça a été très difficile de me concentrer sur Simon avant de savoir ce qu'il avait. Ça a été très difficile de créer un lien avec lui avant de savoir ce qu'il avait. Parce que je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Et pour Thibaut, ça a été quand même plus naturel. À l'hôpital, on a ce qu'on appelle des tours de soins. Donc, toutes les 3-4 heures, les infirmières viennent pour changer la couche, prendre la température, la tension. Ça a été très naturel rapidement pour Thibaut. Ça l'a été beaucoup moins pour moi. Il faut savoir que Simon a été branché de partout. Il a eu un cathéter central, donc il a été rasé au niveau du crâne. On l'a mis à jeun en fait, dès qu'il est arrivé à Robert-Debré. Donc il a été nourri en parentéral pendant un petit moment. Donc c'est assez impressionnant parce qu'il était branché au niveau du crâne, mais aussi scopé de partout. Donc il était branché à des machines. Donc c'est vrai que pour les soins, changer la couche, le pot à pot, déjà c'est un premier bébé, mais alors, dans des conditions comme ça, quand on n'a pas une énorme confiance en soi, c'est un peu compliqué. Donc les examens se sont enchaînés, il avait beaucoup d'examens. Au bout de 48 heures, on a été vu par sa pédiatre référente, qui est une personne qui compte encore beaucoup pour nous aujourd'hui, qui s'appelle Aline Rideau et qui est une néonatologue bien réputée et qui, de ce que j'ai un peu compris, prend en charge les cas un peu complexes dans le service. Donc elle nous a pris dans un bureau, on a été reçus avec un verre d'eau, un café, et puis là on a eu un entretien très difficile où elle nous a expliqué qu'on ne savait pas, qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation autour du cas de Simon, qu'il y avait ce qu'on appelle une suspicion de syndrome de Vacterl, qui est un syndrome polymalformatif avec un ensemble de malformations et qu'à partir de 3 malformations, l'enfant avait ce syndrome. Donc le syndrome en soi ne veut rien dire, c'est plus les malformations qui sont à l'intérieur qui comptent. En l'occurrence, là, Simon, on était sûr qu'il avait un rein unique, qu'il avait des malformations vertébrales. Ensuite, la chance qu'il avait, c'est qu'il n'a pas été touché au cœur. Donc,
Ça, c'était déjà bien, une petite victoire. Et en fait, on recherchait à ce moment-là pourquoi est-ce que ces constantes n'étaient pas bonnes et qu'il n'arrivait pas à s'alimenter. Elle était déjà presque sûre que potentiellement il n'avait pas une vraie atrésie de l'œsophage, donc c'est-à-dire l'œsophage coupé en deux, mais qu'il avait peut-être une communication entre sa trachée et son œsophage. Donc ça s'appelle une fistule trachéo-œsophagienne qui fait partie de l'atrésie de l'œsophage, qui est un type d'atrésie de l'œsophage et qui fait partie du syndrome de Bacter. Ok. Donc là, elle nous a promis de faire les examens les plus importants rapidement, c'est-à-dire le cerveau et le cœur. Donc il a très vite eu des IRM, des scanners, des échos. Et au bout de 24 heures, on a su que tout était normal au niveau cérébral et au niveau cardiaque. Donc là, on a pu, c'est la première fois où on a vraiment soufflé. Ouais. Parce que les constantes de base de pulse, par exemple, n'étaient pas liées au cœur. Voilà, en fait, on a commencé à un peu tout relier. Elle nous a beaucoup écouté aussi sur ce qui s'était passé dans la clinique dans laquelle j'avais accouché. Et puis, très vite, elle a tout relié, même ce qui s'était passé pendant la grossesse, le fait que j'avais un excès de liquide amniotique. Et je pense qu'elle, très vite, elle savait qu'il y avait une fistule, mais on n'arrivait pas à la trouver parce qu'elle était tellement petite que même avec une fibro, il y a deux types de fibro. Soit on passe en gros sans âger par le nez, soit on va au bloc. La première fois, on n'a pas trouvé la fistule, donc il a dû aller au bloc une première fois. Là, on a trouvé la fistule. Donc ça, c'était une deuxième étape de réassurance pour nous, parce que du coup, on commençait à comprendre que les constantes étaient liées à la fistule. Et après, on savait qu'il devait par contre passer au bloc pour réparer le trou de sa fistule. Donc là, il est passé au bloc, il avait 10 jours de vie. En fait, c'était un peu paradoxal parce que c'est bien sûr très difficile d'envoyer son nouveau-né de 10 jours au bloc. Mais on savait aussi que c'était une étape nécessaire pour la suite et du coup ça a été 2-3 heures assez compliquées pendant qu'il y était, mais toujours pareil dans un niveau 3 de la PHP et avec des soignants aussi compétents qu'accompagnants. Tout est quand même assez bien fait pour que l'enfant et nous, on soit rassurés et bien pris en charge. Donc ça veut dire que la chirurgienne, elle passe nous voir avant. Elle nous explique exactement comment ça va se passer. C'est elle qui nous appelle une fois que Simon est réveillé. Elle est là dans la chambre quand Simon se réveille. Donc voilà. Bon, ce qui a été un peu compliqué, c'est qu'il est remonté intubé. Il a été intubé pendant 48 heures. Donc, c'est pas très agréable, mais pareil, on nous avait prévenu, donc il faut juste un peu serrer les dents. Il a eu bien sûr beaucoup de médicaments. Il y a eu une petite complication pendant l'opération qui a fait qu'il a dû être transfusé aussi un petit peu après, mais l'opération s'est globalement bien passée. Et après, il y a eu des petites complications post-op classiques, mais on a pu... il remontait petit à petit et au bout de 10 jours, il a pu se réalimenter. Donc au bout de 20 jours de vie. Exactement, il a pu prendre son premier vrai biberon. Victoire. Ouais. Victoire toujours quand même un peu teintée d'angoisse parce que après il y a plein de choses à contrôler. Il fallait qu'il réussisse à téter en même temps qu'il respirait, en même temps qu'il avalait. Les enfants qui ont une atrésie de l'œsophage, c'est des enfants qui sont à 99% sujets à des gros reflux gastro-œsophagiens, pas des RGO classiques de nourrissons, mais vraiment des reflux très pathologiques. Donc ils sont mis tout de suite sous Inexium, mais voilà, ça remonte quand même beaucoup, quoi. Ouais. Et là, vous étiez toujours du coup à Robert Debré? On était toujours en réanimation dans le service réa de Robert Debré. Il était toujours branché de partout, il avait toujours un cathéter. Et je dirais qu'à partir de 20 jours de vie, on a pu commencer à voir vraiment le visage de notre fils
sans branchement. On a pu retirer le cathéter central. En fait, pour la petite anecdote, il l'a retiré tout seul. Enfin, c'était un jour où il était en peau à peau avec moi et d'un coup, le cathéter est parti. Et il est tombé par terre. Et son infirmière est arrivée et m'a dit bah voilà, on voulait l'enlever aujourd'hui ou demain. On le remettra pas. Et puis, bah, il va prendre ses bibes et puis il va grossir. Et du coup, quelques jours plus tard, on est passé dans le service de soins continus, qui est un service qui prépare à rentrer à la maison, donc où les enfants sont toujours scopés, mais on peut les déscoper. C'est un service dans lequel on est beaucoup plus autonome. Et on est rentré à la maison, il avait 1 mois. Ok. Le lien dont tu parlais tout à l'heure, tu sais, tu t'évoquais Thibaut, qui très vite avait construit un lien. Toi, à quel moment, finalement, il s'est construit? Déjà, je pense quand j'ai su qu'il allait vivre et quand j'ai su qu'il y avait des solutions à ces malformations. Quand j'ai réussi à me projeter avec mon bébé. Là, ça a été plus facile. Parce que c'est ce que j'essaye de dire un peu, même si ça reste un peu touchy, parce que c'est vrai que le pot à pot, c'est un soin qui est très très important, mais il ne faut pas oublier que c'est pas une évidence pour tout le monde et que quand on a un enfant hospitalisé et qu'on ne sait pas ce qui va se passer après, prendre son enfant qu'on a porté pendant X mois dans le ventre, le prendre contre soi, vivant en dehors de son corps, ça fait remonter beaucoup de choses, ça peut être très angoissant. Et pour moi, les premiers pots à pot, ça a été très difficile. Jusqu'au moment où tu savais qu'il y avait des solutions, et là... Ouais. À ton avis, c'est pourquoi? C'est parce que c'est le fait de se dire que ça peut passer, qui protège, une espèce de protection, Ouais, on se protège. Ouais. Après, je parle pour moi parce que je pense que les raisons des hospitalisations des bébés sont variées et la plupart sont liées à la prématurité, donc c'est encore d'autres angoisses. Mais en tout cas, dans mon cas, on se protège parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et au bout d'un mois, quand vous arrivez chez vous, que ça fait quoi? Ça fait... Bah, enfin, toujours pareil, c'est toujours un peu teinté de préoccupation parce que oui, on est super content de sortir. Mais il y a quand même toujours quelque chose. On a toujours quand même un enfant qui n'est pas né en parfaite santé. Tout n'est pas réparé. Il y a beaucoup de suivi. Les premiers mois, mais ça comme tous les petits bébés, on a du mal à les comprendre. Donc quand en plus il y a eu cette naissance-là, c'est encore plus compliqué, je trouve. Et comment vous faites, comment vous gérez, comment vous organisez, enfin, en quelques mots, mais parce qu'évidemment, un parent, c'est souvent un peu sur le qui-vive. On peut très bien comprendre que vous l'êtes davantage à ce moment-là. Et en même temps, est-ce qu'à un moment, vous en profitez un peu d'être venus à la maison, d'être tous les trois? Oui. En fait, très vite, moi j'ai tout de suite fait plein de choses avec lui. Je prenais la voiture, j'allais voir des copines. Je le faisais garder très facilement aussi. Ça, je pense que c'est un peu propre à chacun, mais l'hospitalisation m'avait aussi appris à, même si on est resté avec Simon 24 heures sur 24 à l'hôpital, il y avait aussi des fois où on allait s'aérer et du coup là à ce moment-là il était sous la responsabilité des soignants, donc sur plein d'aspects c'était cool et sous d'autres aspects oui, on était beaucoup en hypervigilance dans les premiers mois et même dans les premières années. C'est passé? Non. J'ai Thibaut, pour Thibaut.
lui... C'est des problématiques qui sont différentes. Je pense Thibaut, il essaye de laisser ça derrière lui de manière très forte. Et moi, j'essaye de faire vivre cette histoire. Donc, on a... alors, je suis bien sûr beaucoup plus dans l'hypervigilance que lui. Lui, il fait confiance aux médecins et il faut dire aussi que voilà, on a beaucoup de chance, mais Simon va très bien aujourd'hui. On va plutôt, heureusement, je touche ma table en bois. Mais, la table est en bois, c'est ouais, bon. Ouais. Mais on va quand même de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Il reste bien sûr des petites séquelles à traiter, mais elles ne sont pas du tout handicapantes. C'est un enfant qui vit 100% normalement et qui va très bien. Mais ce qui est aussi parfois un peu compliqué à gérer avec les autres, parce que tout le monde a toujours l'impression que... dès qu'on est sorti de l'hôpital, tout le monde avait l'impression que Simon allait très bien et que tout était derrière. Donc, et puis on n'a pas toujours la force d'expliquer que non, en fait, cette semaine, on a eu 3 rendez-vous à Debré et qu'il reste ça, ça et ça, et que potentiellement il peut y avoir telle et telle séquelle. Et ça, c'est un peu complexe, et c'est ce qui se passe pour tous les bébés hospitalisés. C'est que nous, on vit avec ce qui s'est passé. Toi, tu vis avec les autres l'histoire, le voient ouais. pas. Donc, on a toujours l'impression d'être trop, mais c'est comme ça. On apprend à vivre avec ça. Ouais, justement, en fait, c'est une question à laquelle je me posais là en t'entendant, parce que je me dis, forcément, tu as l'histoire et l'expérience. À un moment, comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'elle teinte, tu vois, le présent de tous les jours, et en même temps, on ne peut pas l'oublier. Tu vois, ça serait hyper facile, enfin, tu vois, je me mets à la place et je me dis, mais ça serait hyper facile de devenir ultra protecteur, flipper de tout, et un jour, il a 18 ans, et puis de faire, non mais quand même, au début, le premier mois, c'était hyper compliqué. Non mais là, j'ai 18 ans maintenant. Ouais. Comment tu... Je pense qu'on fait le tri. Et après, ça évolue aussi en fonction des âges, en fonction des périodes. Le cerveau surcompense. Les premiers mois, j'avais X angoisse, et puis les mois d'après, c'était d'autres sujets. Et puis, je pense que le cerveau cherche toujours un peu à chercher des angoisses. Bon, après, ça, c'est des sujets un peu plus psy, mais... on travaille dessus, en tout cas, pour essayer que lui, il ait le moins de répercussions possible. Après, il sait, on lui explique son histoire, et de toute façon, voilà, il est amené à avoir un suivi beaucoup plus fréquent. Voilà, dans un mois, il repasse au bloc pour faire une fibroscopie. Même si c'est beaucoup moins régulier que les premiers mois et la première année, voilà, ça reste quand même. Et puis ça fait partie de son histoire, donc c'est important qu'il la comprenne, qu'il vive avec, mais on essaye que ce soit de manière la plus positive possible. Parfois on n'y arrive pas, mais on essaye en tout cas. Et ça fait partie de son histoire, mais ça fait partie aussi de l'histoire d'autres parents. Tout à fait. D'autres parents que toi tu rencontres à travers une association que tu évoquais tout à l'heure, SOS Préma. Exactement. Ça. J'ai fait des petites recherches comme ça, je suis tombé sur un chiffre, ça m'a estomaqué. Genre, c'est 54 000 prémas par an. 150 naissances par jour en France. C'est incroyable. J'ai vu que sur ce chiffre, il y avait, sur les 54 000 naissances par an, il y en avait presque 10 000 qui allaient être avec des soins médicalisés lourds. Enfin bref. Et tu peux nous raconter comment est-ce que toi tu t'es retrouvé à dire tiens, je vais aller dans cet assaut. Ouais. Parce qu'en fait, je trouve ça incroyable, c'est-à-dire le réflexe peut-être que certains auraient, ça serait de se dire plus jamais je retourne dans un genre d'environnement, tu vois, c'est genre, je laisse ça derrière. C'est ce que tous mes potes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans, pourquoi tu vas te remettre là-dedans? Raconte un peu quoi.
Moi, depuis la naissance de Simon, je fais une thérapie avec la psychologue qui nous a suivis pendant l'hospitalisation de Simon. Et au cours de ces 2 ans, comme je disais, ça évolue de toute façon en permanence. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je n'arrivais pas à ne pas vivre avec ça. Enfin, c'est-à-dire que ça prenait beaucoup, beaucoup de place dans ma vie, dans mes lectures, mes podcasts, tout. L'hospitalisation de Simon, c'est vraiment quelque chose qui a pris une grosse ampleur. Et un jour, en fait, je me suis dit, en fait, c'est comme ça. Et du coup, pourquoi pas le transformer de manière positive. Et c'est ma psy qui m'a dit, vous pourriez par exemple faire du bénévolat. Et je connais une grosse asso qui s'appelle SOS Préma et enfants hospitalisés. Et vous pourriez postuler. Peut-être que ça vous permettrait en fait de faire vivre ce qui s'est passé de manière positive et de le transformer bénéfiquement. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner. Simon avait un peu moins d'1 an. Et en fait, j'ai postulé et j'ai quand même assez vite lâché l'affaire. J'ai pas relancé derrière. Et j'ai repostulé une 2e fois, 9 mois plus tard. Et là, par contre, j'étais vraiment déterminée. Je venais de faire une rupture conventionnelle et d'avoir une envie fulgurante de changer complètement de vie. Donc, je me suis dit que faire un peu de bénévolat, ça allait aussi me permettre de voir ce que je voulais faire de ma vie, si je voulais que cette hospitalisation fasse encore partie de ma vie et si j'avais envie vraiment de le garder encore à long terme et de le faire évoluer. Du coup, j'ai postulé, j'ai eu un premier entretien. Il faut savoir que les bénévoles chez SOS Préma sont forcément des parents d'enfants hospitalisés. Donc on a un premier entretien avec la responsable des bénévoles, puis un 2e entretien avec la psy de l'association pour comprendre si on est prêt à accompagner les parents et puis à retourner dans les services. Ouais, parce que tout le monde dans cet asso, c'est combien de bénévoles en tout ? Plus de 150. Ouais. Donc ça veut dire 150 histoires, plus ou moins similaires à la tienne, qui ont je sais pas, on parle de quoi ? De courage, de courage d'y retourner, ou de retourner dans ces services, ou de conviction, c'est quoi ? Je pense que c'est assez ambivalent. Il y a une partie de nous qui, en fait, on sait à quel point l'hospitalisation de son bébé est une période très très difficile et traumatisante. Donc dans ces moments-là, on sait à quel point c'est important d'être épaulé par des gens qui ont vécu la même chose, parce que même si notre famille, nos amis sont là pour nous, ils ne l'ont pas vécu et on ne parle pas toujours forcément le même langage. Donc c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui a vécu la même chose, qui est là pour échanger, là dans ces moments-là c'est super important, parce que déjà ça permet de légitimer notre souffrance et puis juste de se dire ok, on sait que c'est très difficile, on a envie de donner de l'espoir aussi, même si toutes les histoires sont complètement différentes et les cas d'enfants hospitalisés pour malformation sont quand même beaucoup plus rares que la prématurité. 90% des services sont occupés par des enfants prématurés et 99% des bénévoles sont des parents d'enfants prématurés. Mais on a quand même envie de leur dire que ça peut bien se passer, surtout dans des moments où les médecins ne savent pas. Et quand un médecin ne sait pas, c'est quand même très dur, parce qu'on a l'impression que les médecins savent toujours tout et savent ont un peu une bulle de cristal. Et en fait, ça, c'est pas la réalité. Ce qui est d'ailleurs difficile à vivre même pour les médecins, parce que nous, on attend d'eux qu'ils aient ce pouvoir de sachant. Et eux, des fois, attendent ça
de même et ont du mal aussi par moment à être dans cette position où ils ne savent pas, quoi. Oui, exactement. Pour revenir sur un détail comme ça, parce que c'en est pas un pour certains et pour peut-être certains auditeurs, on parle de prématuré entre 5 et 8, c'est ça, 5e et 8e mois. Alors moi je vais parler en semaine d'aménorrhée parce que ça me parle plus. Ah ouais, non, mais moi je suis un papa et les semaines d'aménorrhée on est largués nous. Alors on parle de prématurité à partir en dessous de 8 mois de grossesse. Ouais. On parle de grande prématurité en dessous de 6 mois de grossesse. Je fais un schéma, mais et on parle d'extrême prématurité quand on est à 5 mois de grossesse. En France, on réanime un bébé normalement à partir de 24 semaines. Je dis normalement parce qu'il peut y avoir des cas exceptionnels. 24 semaines d'aménorrhée, c'est 5 mois de grossesse, c'est très tôt. En général, c'est à peu près le moment où on passe l'écho du 2e trimestre. Donc c'est vraiment des très petits bébés qui pèsent parfois 500 grammes parce que parfois la prématurité est associée à un retard de croissance in utero. Donc c'est des bébés qui ne sont pas encore formés et c'est du coup aux médecins et à la médecine de terminer le processus de création du bébé. Donc c'est des hospitalisations qui peuvent être très longues parce que c'est vrai que dans la plupart des cas on a tendance à penser que bon, un prématuré, oui, il est un petit peu avant, c'est pas grave, il est juste un petit peu petit, etc. Non, dans beaucoup de cas, c'est des hospitalisations qui peuvent aller jusqu'à 3, 4, 5 mois, qui sont très éprouvantes parce que nous, on l'a vécu sur 1 mois, mais j'imagine même pas ce que ça peut être sur 4 fois plus de temps parce que c'est des montagnes russes en permanence. C'est des bébés qui peuvent, qui sont très, très fragilisés, donc qui peuvent choper des infections à l'hôpital, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans l'extrême ou la grande prématurité. Donc c'est des événements qui sont très difficiles pour les parents. Les parents ne sont souvent pas préparés. Les mamans ne sont pas prêtes à accoucher à 5 mois, 6 mois, 7 mois de grossesse. Ouais. Donc il y a aussi à côté de ça des accouchements très traumatisants. Donc on n'est pas là pour rien, quoi. Enfin, ça leur fait vraiment du bien d'avoir des gens qui parlent le même langage avec eux. Toi, quand tu as commencé justement à accompagner, à intervenir auprès de ces personnes-là, entre le moment du choix de la rencontre avec la psy et le moment où, paf, ça y est, tu rencontres, tu te sens prête, Alors déjà, moi, c'était assez bien foutu parce qu'il y a eu le séminaire annuel avant que, entre mon recrutement et le démarrage de mes visites, il y a eu un séminaire de 3 jours où on se réunit tous, les bénévoles et les salariés de l'entreprise. C'est un séminaire pendant lequel on échange beaucoup sur nos histoires, où il y a des interventions de personnel soignant, de la psychologue, et du coup on est formé aussi à accompagner ses parents. On n'arrive pas sans arme aucune. Ouais. Pour autant, quand on franchit les portes du service, en plus, moi j'ai été affectée à la Robert Debré, donc c'est le service dans lequel Simon était hospitalisé. Ça répond à ma question d'après, parce que est-ce que du coup tu es dans le même service? Ouais, pas tout le monde, mais moi en l'occurrence, je suis dans le même service. Ouais. C'est complètement... je trouve ça complètement dingue, c'est fou quoi. Enfin, ok, parle-moi tu retournes dans le service 1 an et demi après, un an un peu plus. Ouais, 2 ans après. Presque 2 ans, ouais. Alors la première fois, on est accompagné par une bénévole senior, donc qui a déjà plusieurs mois, voire années de visite à son actif. Nous, on est un binôme, donc je suis avec mon binôme qui s'appelle Ludivine, on a été recrutés en même temps. Et
la première visite, donc on les a faites à 3 avec la bénévole senior, Ludivine et moi. On a appris un peu à se connaître et la première fois on se présente au personnel soignant et puis on rentre dans les chambres, on toque à la porte et on se présente et surtout on dit qu'on est des mamans de petits bébés qui ont été hospitalisés à la naissance dans ce service et en général c'est là où on nous ouvre grand les portes et où les personnes ont envie de discuter. Donc ça, c'est pour la première fois. La première fois, c'est très chargé en émotions parce qu'il y a tout qui remonte, les odeurs, les bruits, les visages. La première fois, ça a été très difficile, mais c'est pour ça qu'il y a une senior pour nous accompagner. On a aussi la psychologue qu'on peut appeler, la responsable des bénévoles aussi qui est là pour nous. Donc, c'est difficile, mais c'est nécessaire aussi. C'est normal. C'est normal que ce soit chargé en émotions. Oui, l'inverse, ça serait très bizarre. Exactement. Donc, l'objectif, c'est juste d'être prêt pour les visites qu'on va faire seul. Donc, moi, très vite, comme j'étais un peu en année transitoire, on va dire, j'avais pas mal de temps. Donc, je me suis pas mal impliquée cette année. Le rôle du bénévole peut être divers. En effet, le rôle majeur, c'est d'accompagner les parents pendant l'hospitalisation de leur enfant. Donc, ça veut dire des visites qu'on appelle au pied des couveuses. Donc, on se fait connaître du personnel soignant et puis après, on prévient qu'on va venir. Il y a des affiches qui sont mises dans le service. Et puis, on passe de chambre en chambre pour échanger, discuter avec les parents qui le souhaitent. De ce qui se passe pour eux émotionnellement à ce moment-là. On organise aussi ce qu'on appelle des cafés parents, donc grosso modo c'est des groupes de parole. Moi je l'ai fait avec la psychologue du service, la deuxième psychologue du service, et on échange on convie les parents qui veulent venir, et puis on échange avec les parents, surtout les parents échangent entre eux à ce moment-là. On fait ça dans le salon des parents, donc c'est une pièce qui est au même étage que le service de réa, mais qui est quand même un peu excentrée, donc ça leur permet de sortir un petit peu de la chambre et du service. Comme je disais tout à l'heure, c'est des moments qui permettent de légitimer leur souffrance, de se sentir compris, et puis après, ils peuvent aussi tisser des liens entre eux, et du coup, potentiellement avoir d'autres moments dans la journée pour se retrouver. C'est fou, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça répond aussi à une partie d'une de mes questions, c'était c'est quoi parce que tu dis ok, on écoute, on dialogue. De quoi ces parents ont le plus besoin? Et quelque part, en plus, c'est marrant parce que tu apportes quelque chose auquel vous n'avez pas eu accès, Thibaut et toi. Non, parce que nous, on était post-Covid, Ouais. donc les visites étaient encore assez réduites et entre guillemets, on n'est resté que 1 mois. Et du coup, c'est quand même du bénévolat, donc il n'y a pas il n'y a pas un bénévole tous les jours qui est présent. Donc en l'occurrence, nous, on n'avait vu personne. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que tu as la sensation d'apporter ce qui t'a manqué? Oui, tout à fait. Et après, moi, j'allais le chercher aussi, c'est-à-dire que moi, j'avais besoin de comprendre un peu ce qui allait potentiellement se passer après, et pour Simon, et pour nous, psychologiquement, la sortie, le rapport à l'autre, comment gérer tout ça. Et du coup, ça, j'avais quand même un peu été le chercher via les réseaux. J'avais déjà contacté des mamans d'enfants qui avaient la même pathologie que Et Simon. Google. Et Google, mais du coup, on valide ou pas Google à la fin de non, cette... bien sûr qu'on valide pas On Google. valide pas Google? Non. On est beaucoup plus heureux sans Google. Qu'est-ce qui... Donc là, ça fait combien de temps que tu es dans cet asso? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. En 6 mois, qu'est-ce qui ressort le plus des besoins justement des parents? Est-ce que c'est
de comprendre à travers le parcours des autres parents bénévoles? Est-ce que c'est d'être entendu et d'être écouté, qui sont à mon sens deux choses différentes? Est-ce que c'est d'être pris dans les bras? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Enfin voilà, c'est quoi les besoins? Je pense que déjà il y a une notion d'espoir, parce que une des premières phrases, une des premières questions qu'on nous pose, c'est comment va votre enfant? Et même si nous, on précise vraiment que chaque histoire est différente et qu'on n'est pas médecin, et juste montrer qu'en fait on peut sortir de là. Moi, il y a une image que je raconte un peu, c'est je pense que juste voir quelqu'un qui est passé par là, qui est en face de nous, debout, habillé, qui est dans la vraie vie, c'est déjà un truc super important, parce que ça montre qu'en fait on sort de là et il y a un moment où on re-rentre dans la vraie vie. La réa, c'est quand même, on est quand même dans un microcosme où le cerveau fonctionne pas très bien. Enfin, moi, il y a des moments où j'ai eu vraiment j'ai des copines qui pourraient en témoigner, j'ai eu des vrais blackouts. Et je pense que ça donne déjà de l'espoir. Ça donne de l'espoir pour nos enfants, ça donne de l'espoir pour nous-mêmes. Et ensuite, juste de discuter aussi avec quelqu'un qui est ni le personnel soignant, ni nos proches. C'est bien, parce que ça permet de se confier de manière très libérée, sans avoir peur du jugement. Ensuite, Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi les proches ne sont pas forcément les meilleures personnes à ce moment-là? La famille, parce que déjà, il y a quand même beaucoup... déjà parce que la santé de l'enfant, des enfants, c'est quelque chose qui fait vraiment peur. C'est la pire chose qui soit d'avoir un enfant malade ou un enfant qui est à l'hôpital en réanimation. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt à entendre parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de projections, de protection aussi. Et nous, on s'est aperçu que voilà, il y avait des gens qui posaient pas de questions et qui n'étaient pas forcément présents parce que c'était trop difficile pour eux. Ensuite, il y a des personnes maladroites, mais sans forcément que ce soit mal intentionné. Mais nous, à ce moment-là, on est quand même très égocentrique et en fait, il y a un peu un côté, de toute façon, personne ne peut comprendre. Et encore moins la famille, les parents. Donc avoir quelqu'un de neutre. Avoir quelqu'un de neutre, ça fait vraiment du bien. Après, en fait, chacun va apporter des choses différentes. Nous, notre famille et nos amis proches, on a aussi eu un énorme soutien. Il y avait des personnes qui nous disaient, nous on n'est pas croyants, mais qui nous disaient qu'ils allaient prier. Il y a vraiment eu une vague d'amour incroyable autour de Simon, qui, je suis sûre, lui a donné énormément de force pour se battre. Moi, j'ai des amies qui ont été très très présentes, qui pourtant venaient tout juste d'être maman, avec une grossesse et une maternité qui s'était super bien passée, et pour autant qui adoptaient le positionnement parfait et qui étaient dans l'écoute. Nos parents aussi ont été très très présents et aussi compréhensifs qu'ils pouvaient l'être, mais de toute façon, d'avoir quelqu'un qui a vécu ça en face de soi, ça légitime notre souffrance. Et ça donne vraiment du sens à ce qu'on peut traverser. Donc ce côté montagne russe, peur pour la vie de son enfant, il n'y a que quelqu'un qui l'a vécu qui peut comprendre. Tu as un souvenir en particulier de ces 6 mois que tu as passé là dans l'assaut qui t'a vachement plu? Oui. Il y en a eu plein déjà. Le séminaire, en fait, quand on est pour les juniors, donc c'est-à-dire ceux qui faisaient leur premier séminaire, le premier jour, on s'est tous assis en groupe en rond, et en fait, chacun a raconté son histoire de manière bien sûr beaucoup plus courte que ce que je suis en train de faire, mais en fait, là il y a eu une vague de... Enfin, bien sûr, c'était super difficile,
mais j'ai l'impression qu'on s'est toutes comprises. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais je suis vraiment là où je dois être, parce que bien sûr, dans le bénévolat, il y a un côté envie d'apporter aux autres, bien sûr, ce que nous, on n'a pas forcément reçu, mais ce que nous, on a reçu aussi, c'est-à-dire beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, etc. Mais il y a aussi un côté réparateur. Et là, tout s'alignait un petit peu. Et pour moi, c'était vraiment un moment super fort. Il y a eu aussi, il y a quelques semaines, je suis rentrée dans une chambre d'une maman. Son petit était né très tôt. Et quand je suis rentrée, elle m'a dit « Ah, j'ai vu l'affiche, je vous attendais vraiment parce que j'ai plein de questions. » Et parce que c'était une maman un peu comme moi qui avait besoin de contrôler les choses, de comprendre comment ça allait se passer maintenant, après. Et dans ces cas-là, on est content de pouvoir apporter quelque chose. Ah, c'est beau. Tu gardes des liens avec eux après? Ceux qui veulent, ils ont mes coordonnées, Ils donc peuvent. ouais, ils peuvent. Là, j'ai reçu des petites photos d'une maman. Son petit a passé 4 mois hospitalisé, et puis elle est sortie pile pour les vacances, donc des petites photos du bébé en vacances, c'était trop chouette. Trop bien. Ouais. Bon, chouette. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode, tranquillou. Je suis en train de réfléchir si j'ai plein de questions. Enfin, j'aurais plein d'autres questions, en fait. Je vais me calmer un peu. Il y a une question qu'on pose, tu vois, à tous nos invités. C'est leur définition d'un héros minuscule. Alors, c'est rigolo parce que, tu vois, chaque fois, on ne donne pas la nôtre. Pourtant, notre podcast s'appelle comme ça. Mais ce serait quoi, toi, ta définition d'un héros minuscule? Franchement, le premier truc qui me vient, c'est quand même mon fils. Parce que c'est une très bonne image et de tous ces petits bébés qui naissent, qui ont une force de vie pour s'en sortir, qui naissent pas comme les autres, trop tôt, avec des ajustements, et qui se battent pour vivre et pour grandir. Je trouve que c'est des enfants incroyables. Et qui méritent vraiment toute notre adoration pour réussir à faire ce qu'ils font. Souvent, on nous a dit que ça demandait une force et une envie de vivre incroyable de vivre ça, ces premières semaines. Et ça, j'en suis convaincue. Et un héros minuscule, c'est aussi pour moi quelqu'un qui a l'envie de changer sa propre vie pour la rendre meilleure et pour lui donner plus de sens. Ok. Très jolie définition, j'aime beaucoup. On va faire un patchwork après de toutes les définitions qu'on a eues de tous les invités. Et c'est assez rigolo parce que, à moins d'écouter les épisodes, tu n'auras pas la définition des autres, mais à un moment, je pense que ça va donner un truc joli. Et est-ce que tu en aurais un à nous recommander? Enfin, tu vois, qui est-ce que tu aimerais entendre au micro du podcast? Une infirmière en réa-néonate. Ah ouais, Annie? Peut-être Annie, ouais, peut-être Annie. Je pense aussi à l'infirmière qui a suivi Simon pendant toute son hospitalisation. Il faut savoir que les infirmières, il y a une infirmière pour 2 bébés. Donc, du coup, l'infirmière est quand même très présente, et pour l'enfant et pour nous. Le doudou de Simon porte son prénom. Et en fait, pour moi, c'est des femmes exceptionnelles parce que souvent, elles sont très jeunes. Elles ont, comme tu le disais un peu tout à l'heure pour les sages-femmes, elles ont un rythme de travail effréné. Et pour autant, elles sont tout le temps d'humeur égale. Et tout le temps, elles sont très proches des familles, encore plus que les médecins. C'est elles qui se prennent toutes les questions, toutes les angoisses des parents. Et en tout cas, celles qui ont accompagné Simon, et en particulier Blitilde, elles ont, pour moi, pareil, tout mon respect, parce que ça, c'est des vrais héros du quotidien, quoi. Ok.
Bon, bah, super. Et peut-être qu'elles écouteront cet épisode. Auquel cas, Ouais. bah, franchement, on les invite. Et sinon, bah, on essaiera de prendre contact avec elles. On mettra aussi le lien de l'asso, bien sûr, qu'on salue. Et en plus, s'il y en a qui ont envie d'aller voir, le site est hyper bien fait. Il y a une vidéo juste sur l'intro. Moi, je l'ai regardé ce matin. J'ai pleuré pendant 5 minutes derrière. Mais... Ouais, et puis en plus, c'est une grosse asso et ça, pour moi, c'était important parce que... Ouais, très présente. Il y a 53 sites. Il y a plus d'une cinquantaine de sites, en tout cas, ouais, en exactement. France. Et puis, il y a le côté bénévolat, aide et soutien aux familles. Mais il y a aussi une vraie envergure au niveau des pouvoirs publics. Il y a plein de lois qui ont été votées grâce à l'asso. Exact. Qui est là depuis 20 ans maintenant, l'allongement du congé paternité. Enfin, nous, Thibaut, il a pu rester avec nous aussi grâce à l'allongement du congé. Il y a plein de façons de se mobiliser dans cet asso, j'ai l'impression. Exactement. Et puis, depuis 20 ans, je crois que dans les chiffres, c'était 950 000 parents accompagnés. Ouais. Bon, on est pas mal, quoi. Ouais. On est pas mal. Est-ce que tu aurais un livre ou un film à nous recommander qui, si tu vois, tu devais offrir un livre à l'humanité ou un film, hein. Alors, pour que ça reste un peu léger, parce qu'il y a des choses aussi un peu plus difficiles, mais pour tout le monde, si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête d'une maman et de parents d'enfants qui passent par la case hôpital, et plus particulièrement dans ce livre La prématurité, il y a un livre de Virginie Grimaldi, un roman, qui s'appelle « Et que ne durent que les moments doux », et qui parle en effet d'une maman d'enfants qui sont maintenant grands puisqu'ils quittent le domicile familial, mais sa fille est passée est née prématurément, et du coup voilà, c'est tout un jeu entre le retour vers le passé quand sa fille était hospitalisée et la vie d'aujourd'hui et sa vie de maman qui a été construite un petit peu autour de ça. Ok, bon, super, je connais pas, je le lirai avec attention. Au tout début du podcast, avant qu'on enregistre, tu sais, je t'ai dit, peut-être que Simon il écoutera plus tard. Ouais. Si Simon il écoute plus tard ce podcast et que tu pouvais lui dire un truc, et là je te laisse le micro pour lui dire ce que tu veux. Tu lui dis quoi? Alors ce matin, je lui ai expliqué que ce matin j'allais enregistrer un podcast pour raconter son histoire. Et puis en fait moi j'adore lui raconter son histoire, mais je le fais pas tous les jours. Et donc là je lui dis je vais raconter ton histoire, tu sais, de l'hôpital, quand toi tu es née, etc. Et il m'a répondu mais moi j'aime pas cette histoire. Et je suis sûre que plus tard il sera content de l'entendre et peut-être de comprendre aussi la manière avec laquelle il a été éduqué. Et je suis sûre que, je le vois déjà de toute façon, que ça fait de lui un enfant avec une envie de dévorer la vie exacerbée et avec un caractère hyper fort, hyper attachant. Et voilà, je suis sûre qu'il va faire de grandes choses. En tout cas, il ne tient pas ça de n'importe qui. Hein. Ça ne vient pas de nulle part. Merci beaucoup, Alexia, pour ce moment. Avec plaisir. Merci super. à vous. Ouais, c'était top. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ouais, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Héros minuscules. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, on compte sur vous pour 2-3 actions minuscules. La première, vous abonner et mettre 5 étoiles. La deuxième, vous demandez quelles sont les 2 premières personnes à qui vous auriez envie de partager cet épisode et envoyez-leur un petit message. La troisième, pensez également à liker nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans l'univers des héros minuscules. Et à très bientôt. Et on vous embrasse.